Et faits divers. Qu'est-il arrivé à Magali? Cela fait 5 ans que ses parents ne cessent de se poser la question. En janvier 2013, Magali, une jeune fille de 28 ans originaire de Caen, est retrouvée morte, partiellement dénudée, dans un ravin en Martinique. Elle s'était rendue sur l'île pour des vacances, mais a mystérieusement disparu après une randonnée. Et en plus du deuil, les proches de Magali vont devoir affronter les terribles loupés d'une enquête décidément fastidieuse. Éléments oubliés, appels à témoins restés sans réponse, courriers anonymes bidons, fausses rumeurs. En Martinique, le dossier Magali est devenu tabou. Et 5 ans plus tard, le mystère plane toujours sur les circonstances du drame. Pour la famille de la jeune femme, une seule chose est sûre. Magali a été victime d'un crime sordide. Mais qui a bien pu s'en prendre à la jeune femme? Ce tabou, la famille a décidé de le lever aujourd'hui en direct sur ce plateau. Eric et Patricia, les parents de Magali, veulent connaître la vérité. Ils seront en direct avec nous. Hier, le procès en appel de Patricia s'est ouvert devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Surnommée la veuve noire de la Côte d'Azur, elle est accusée d'avoir empoisonné et escroqué plusieurs hommes âgés et encourt la réclusion criminelle à perpétuité. En 2004, à Lisieux, en Normandie, une curieuse communauté religieuse attise la curiosité des habitants. Les membres de ce groupe semblent s'éloigner peu à peu de leurs proches, de leur travail, bref, de la vie civile. Dans le huis clos de ce groupe, les enquêteurs vont découvrir l'enfer. Une trentaine de personnes, dépossédées de leurs biens et de leur argent, vivent en réalité sous la coupe d'une seule et même femme, Françoise, 50 ans, autoproclamée déesse et femme du Saint-Esprit. Elle leur dicte leurs moindres faits et gestes et les a réduits au rang d'esclaves domestiques. Pire encore, elle fait subir à ce petit monde des sévices psychiques et même de terribles séances de viol en groupe où la gourou choisit elle-même les couples. Mais alors, comment expliquer une telle emprise et comment sortir de ce cauchemar pour les victimes? Et dans le journal des faits divers de Mathieu Jabot, nous reviendrons sur le dernier jour du procès Barbarin et nous vous parlerons de cette femme qui a soutiré 230 000 € à un octogénaire à Sens. Et pour analyser avec nous ces histoires et répondre à toutes les questions que l'on se pose, nos experts de crimes et faits divers, la quotidienne en direct, sont aujourd'hui Maître Arnaud Touati, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Avocat pour nous expliquer les procédures judiciaires, Sabrina Philippe, bonjour. Bonjour. Psychologue pour comprendre les rouages psy de chacun. Et puis Charlotte Durand, bonjour. Bonjour. Spécialiste des faits divers et rédactrice en chef de cette émission qui a travaillé sur ces dossiers. C'est un drame terrible auquel sont confrontés depuis 5 ans les parents que nous allons recevoir sur ce plateau dans un instant. En décembre 2013, leur fille Magali, 28 ans, disparaît à 6000 km de chez eux alors qu'elle était en vacances chez une amie en Martinique. Son cadavre sera découvert 1 mois plus tard dans une ravine à un endroit où des recherches avaient pourtant déjà été effectuées depuis le signalement de la disparition de la jeune femme. Mais ce n'est pas la seule zone d'ombre, car dans cette fastidieuse enquête, les parents de Magali restés en métropole vont se sentir complètement désemparés, abandonnés, avec la terrible impression qu'ils ne connaîtront jamais la vérité sur le sort qu'a subi leur fille. Un calvaire qui dure depuis 5 ans pour ce couple qui sera en direct avec nous dans quelques instants. Pour eux, une seule chose est sûre, il ne s'agit pas d'un accident. Et pourtant, impossible de savoir qui a bien pu s'en prendre à la jeune femme. Mais alors, qu'est-il arrivé à Magali? Nous sommes en Martinique, département d'outre-mer, situé à plus de 6000 km de la métropole. C'est sur cette île des Caraïbes que la jeune Magali, 28 ans, atterrit le jeudi 12 décembre 2013 pour 2 semaines de vacances. Cette grande sportive, agent de la SNCF à Paris et pompier volontaire dans la région de Caen, séjourne chez une amie dans la ville de Trinité. Le mardi 17 décembre, quelques jours après son arrivée, Magali et son amie partent pour une randonnée dans la région de Basse-Pointe, un peu plus au nord. L'après-midi, Magali repart seule se promener. Seulement, le soir venu, elle n'est toujours pas rentrée. Inquiète, son amie alerte les parents de la jeune femme restés en métropole, puis les autorités. Les gendarmes vont immédiatement déployer les grands moyens pour tenter de retrouver Magali. Grâce à un hélicoptère, ils vont localiser le véhicule de location de Magali sur le parking de départ de la randonnée, à quelques kilomètres de Basse-Pointe, où des témoins affirment avoir vu la jeune femme
aux alentours de 15 h. À Caen, les proches de Magali sont terriblement angoissés. Éric, son père, et Cédric, son frère, pompiers eux aussi, décident alors de se rendre sur place pour aider les gendarmes dans leur recherche. D'être sur place, c'est le moyen au moins de ne pas être impuissant en métropole et de découvrir exactement ce qu'a fait notre fille, enfin essayer de découvrir ce qu'elle a fait. Mais après quelques jours de recherche, ils finissent par repartir en métropole, bredouille, sans en savoir plus. Une information judiciaire est ouverte et un mois plus tard, le 23 janvier 2014, des gendarmes, en patrouille du côté de Basse-Pointe, alertés par une forte odeur, font une découverte glaçante. Un corps sans vie gît dans une ravine, à flanc de falaise. Et son identité ne fait pas de doute. Car autour, on retrouve des effets personnels de Magali. Seulement, le cadavre est en état de décomposition avancée. Impossible de déterminer les causes de la mort. Les proches de Magali sont sous le choc. Bouleversés, ils se rendent sur place pour récupérer la dépouille de leur fille, mais également pour tenter d'en savoir plus sur les circonstances de la mort. Car une question les taraude. Comment expliquer cette découverte dans un endroit déjà fouillé à plusieurs reprises depuis un mois? Et en se rendant à l'endroit même où Magali a été découverte, ils vont retrouver, à quelques mètres, l'appareil photo de la jeune femme, ce qui jusqu'alors n'avait pas retenu l'attention des enquêteurs. C'est donc frustrés et remplis de doutes qu'ils repartent à Caen, où sont prévues les obsèques de la jeune femme. Ils ne sont persuadés que d'une chose, selon eux, Magali a fait une mauvaise rencontre. Nous, on a l'intime conviction qu'elle ne s'est pas réaventurée à 16 h dans ce sentier-là, sachant qu'il allait faire nuit d'ici peu. Alors, Magali a-t-elle été victime d'un accident ou d'un acte criminel? Depuis quand le corps de la jeune femme se trouve-t-il ici? Et les parents de Magali connaîtront-ils enfin la vérité sur le sort de leur fille? Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Éric et Patricia, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux. Merci d'être là. Vous êtes le père et la mère de Magali. Maître Edmond Mariette, bonjour. Bonjour, monsieur Merci Morabini. beaucoup d'être là. Vous êtes l'avocat des parents de Magali. On va essayer d'abord de tracer un peu le portrait de Magali. Patricia, je vois que c'est assez compliqué pour vous de C'est très compliqué, revoir ces images. tout à fait. Ça nous remonte 5 ans en arrière et on n'a toujours pas de réponse à ce jour. Donc pour moi, c'est très très compliqué. Magali, vous aviez de bons rapports avec elle? Tout à fait. Nous devions passer les fêtes ensemble, nous l'avons vue. Bien, j'ai mangé avec elle l'avant-veille de son départ. Donc, eh bien, on attendait qu'elle revienne de Martinique pour passer les fêtes ensemble. Et le 18 décembre, eh bien, on a eu un coup de fil comme par lequel elle avait disparu, du 17. Elle connaissait, monsieur, la Martinique? Non, c'était la première fois qu'elle y allait. Magali est une baroudeuse, hein, donc malheureusement pour la Martinique, c'était ou le Japon ou la Martinique. Elle a téléphoné à ses copines. La première qui a répondu, ça a été la Martinique. Donc elle est partie au bon vouloir de sa mère, qui était contente qu'elle parte enfin dans un pays où, pour elle, il n'y aurait pas eu de problème, quoi. Donc voilà, c'était la première fois. C'est-à-dire que vous l'avez laissé partir en toute confiance, en fait. Vous saviez que c'était un endroit sûr et qu'il n'y a aucun souci. Il ne pouvait rien lui arriver. Oui, aucun souci. De toute façon, on ne prévoit pas le pire pour les enfants. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Patricia, comment vous avez appris que les choses avaient mal tourné? J'étais au travail le 18 et mon mari a appelé puisqu'il venait d'avoir la Martinique en disant que notre fille n'était pas rentrée la veille chez son ami. Bon, ben de là, on a appelé la gendarmerie qui nous a dit que notre fille avait disparu et qu'ils étaient en train de faire des recherches. Vous avez pensé au pire à ce moment-là ou on ne veut pas imaginer? Non, on a quand même commencé... Enfin, on a pensé au pire, à savoir qu'elle avait pu être enlevée. Bon, bien sûr, on n'a pas pensé au pire, savoir qu'on ne la retrouverait pas.
Mais on a pensé qu'elle était enlevée. C'était pas une personne qui partait sans dire où elle allait. C'était pas. Elle se serait perdue, elle aurait appelé son amie, elle aurait fait quelque chose, elle aurait donné signe de vie. Donc nous, à partir du moment où le 18, on nous disait qu'il n'avait pas de nouvelles, on savait qu'il était arrivé quelque chose de grave. Éric, c'était une fille qui avait un grand cœur, qui était pompier volontaire, comme vous, je crois, hein, d'ailleurs. Pompier professionnel, moi. Ma fille était pompier volontaire, mais elle venait de réussir le concours et justement, le 1er janvier, elle est rentrée en tant qu'officier sapeur-pompier professionnel. Elle était agent SNCF? Elle était agent SNCF, elle a quitté la SNCF pour rentrer en tant que sapeur-pompier professionnel. Quand vous-même, vous avez appris, puisque c'est vous qui avez reçu le coup de fil, qui vous annonçait qu'elle avait disparu, vous vous souvenez de ce moment-là? Ah, tout à fait, oui. De toute façon, c'est gravé. Hein. De toute façon, tout est gravé. Hein. Ça fait 5 ans, mais tout est gravé. Oui, bien sûr, le coup de fil, je n'ai pas spécialement compris. On m'a dit oui, sa collègue m'a dit Magali n'est pas rentrée cette nuit. Oui, alors j'y ai demandé si elle faisait le nécessaire. Et elle était à la gendarmerie, justement. De là, j'y ai demandé si elle pouvait me passer la personne avec qui elle était à la gendarmerie. Et de là, j'ai dit à la gendarmerie, bon, ben, y a un souci. Le problème, c'est qu'elle était majeure. Et une personne majeure, ben, la loi fait qu'il n'y a pas de recherche dans les 24 heures. C'est-à-dire que pendant 24 heures, il ne s'est rien passé? Il ne s'est rien passé. Mais vous, au fond de vous, vous saviez que ce n'était pas normal? Ah bah c'est pas normal, non, tout à fait, c'est pas normal. Et personne n'a voulu l'entendre, en fait? Ah bah ça a été pris très à la légère, très à la légère. Ah oui, oui, même après les 24 heures, de toute façon. On peut dire que l'enquête commençait très mal et elle a continué très mal. Au bout de combien de temps vous avez décidé d'aller sur place? Magali a disparu le 17, le 18, le 19, on était dans l'avion. Et le 20, le 21, on crapahutait sur le sentier où elle a disparu. Patricia, en arrivant là-bas, vous aviez espoir de... Je n'y suis pas allée. Vous n'êtes pas été? Non. Je n'y suis pas allée. Moi, je n'y suis allée que lorsqu'on a retrouvé notre fille. J'attendais à la maison au cas où il y ait des éléments, au cas où on nous appelle. Donc moi, j'étais restée à la maison. Seul mon fils et mon mari sont allés pour la rechercher au départ. Charlotte Durand, vous qui avez suivi cette enquête, il a fallu du temps pour retrouver Magali? Oui, 1 mois, donc c'est très long, on imagine, pour les parents, une telle attente, on ne sait pas ce qui se passe. Des recherches ont été effectuées donc, dans le secteur où elle avait disparu sans que ça donne rien. Et ce qui est assez aberrant, c'est que finalement, elle a été retrouvée 1 mois plus tard dans un endroit qui visiblement avait déjà été fouillé auparavant. Donc on peut se demander si le corps avait été déposé par la suite ou si les recherches de départ avaient été mal effectuées. Mais bon, ça pose question en tout cas. On l'a dit, hein, Patricia, ce qui est très long, c'est ce mois d'attente. Tout à fait. Ce mois d'attente, c'est terrible, pendant lequel on ne sait pas. C'est terrible, d'autant que mon mari avait proposé donc son aide, puisque en tant que pompier, il pouvait partir avec des pompiers et des chiens de recherche. Ils ont refusé, la gendarmerie a refusé cette aide. Ils ont accepté que mon mari et d'autres pompiers y aillent, mais sans accepter les chiens. Et parce que mon mari est retourné après les fêtes, est retourné justement faire des recherches. Et s'ils avaient accepté les chiens de recherche à cette époque-là, on aurait probablement retrouvé le corps de notre fille bien avant. Maître, comment ça se fait que c'est aussi compliqué pour lancer des recherches? Alors c'est vrai que là, il y a le problème de la distance en plus, mais on a le sentiment que ses parents, en plus avec un papa qui est pompier, donc voilà, ils savent un peu comment faire, ils savent ce qu'il faudrait faire. On a le sentiment que là-bas, alors je ne vais pas dire qu'on a freiné les choses, parce que ce seraient des accusations portées contre eux, mais il n'y a pas eu les réflexes qu'on aurait pu imaginer, je vais dire. Alors, pour vous répondre, M. Morandini, vous dire que dans un premier temps, M. Méjean a apporté une partie de la réponse. Quand on est majeur et quand on disparaît, les premières 24 heures, on se dit non, votre fille est peut-être partie avec un amoureux, elle ne veut pas te donner de nouvelles, etc. En tout cas, moi, j'ai le souvenir quand le 20 décembre, je reçois M. Méjean et son fils accompagnés de sapeurs-pompiers qui me connaissaient donc à la Martinique, véritablement qu'il s'est passé quelque chose. Pour répondre d'ailleurs à une interrogation, je peux affirmer sur votre plateau que le corps n'était pas là lors des premières recherches. La raison est technique. Quand la dépouille est retrouvée au mois de janvier, nous sommes quasiment 1 mois et quelques jours après la disparition. Il se trouve qu'elle était dans un état de dégradation très avancé. Mais dans la faune et la flore martiniquaise, vous avez dans ce lieu-là, si elle avait toujours été là, des éléments que l'on a pu retrouver sur la dépouille qui démontrent à tout le moins que le corps a été déplacé. Donc ce que vous nous dites clairement, c'est qu'on a amené
le corps sur place. On l'a ramené à cet endroit-là. C'est quasiment une certitude. Et à partir de là, on comprend bien qu'il ne s'agit pas d'un accident. Le deuxième élément, et il est encore très troublant, c'est que quand M. Méjean, Mme Méjean et leur fils se déplacent en janvier, quand on leur apprend qu'on a retrouvé la dépouille, moi je suis absent, mais mon assistant, maître Louis-Philippe Sutti, se déplace sur le terrain avec eux. Et on retrouve à ce moment-là l'appareil photo. Et quand mon assistant appelle la gendarmerie et que maître Sutti dit « je suis avec les Méjean, nous avons l'appareil photo », on s'interroge, on remet même en doute les affirmations qu'il peut faire. Il a fallu à ce moment-là que le juge d'instruction confirme la qualité de l'intervention et de la crédibilité de mon confrère pour qu'à ce moment-là, les choses puissent se mettre en place. Ce que je peux dire sur votre plateau, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes au 3e juge d'instruction. Et c'est vrai, M. Méjean le soulignait, un certain nombre d'erreurs de départ ont jonché la procédure. Le premier, ça a été sur le balisage et sur la mise en sécurisation de la zone dans laquelle Magali avait disparu. Le deuxième, c'est le fait qu'on retrouve des éléments épars et qu'on a eu énormément de mal à pouvoir faire une identification complète. Et puis, la troisième difficulté, elle est venue du fait que M. et Mme Méjean avaient sollicité le parquet et le juge d'instruction en charge de la procédure pour savoir si le corps de Magali pouvait leur être remis et si on pouvait avoir une crémation. L'accord a été donné. Et aujourd'hui, avec la progression de l'enquête et notamment des examens techniques qui ont été faits à partir des recherches d'ADN, les dernières conclusions des experts qui nous ont été rendues tablaient vers faisons une exhumation du corps pour retrouver à ce moment-là un certain nombre d'éléments de comparaison. Malheureusement, la justice avait donné son accord sur la crémation et on n'a plus ces éléments-là. Alors pendant des mois, il n'y a pas eu de piste, on n'a pas su ce qui avait pu se passer. Et puis 2 ans après le drame, il y a de nouveaux témoignages qui vont venir relancer l'affaire et redonner un peu d'espoir aux parents pour un temps du moins, car de nombreuses questions demeurent toujours sans réponse. Et surtout, les responsables de la mort de Magali sont encore aujourd'hui dans la nature. Alors les proches de la jeune femme sauront-ils un jour la vérité? À Caen, 2 ans après la disparition de Magali en Martinique, ses parents, Éric et Patricia, sont toujours dans l'attente de réponses. Car depuis 1 an, l'enquête piétine outre-Atlantique. On veut essayer de garder espoir d'avoir la vérité un jour, mais c'est très difficile au bout de 2 ans. Garder espoir. Mais en juillet 2015, d'étranges révélations vont relancer l'affaire. Certains témoins sur place affirment avoir vu Magali quelques jours après l'annonce de sa disparition dans une rue de Fort-de-France, violentée par un homme. 2 mois plus tard, le procureur lance un appel à témoins pour tenter d'explorer de nouvelles pistes et peut-être délier certaines langues. Un deuxième appel à témoins est lancé par la gendarmerie en décembre. Et de son côté, la famille de Magali ne perd pas espoir. En Martinique, normalement, comme a dit le juge, tout se sait. Tout se doit se savoir, les gens parlent. Et là, il y a un blocage. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont au courant de certaines choses, qui ne veulent pas le dire, ne veulent pas en parler? C'est possible. Et j'espère que cet appel à témoins va pouvoir permettre justement qu'on sache. Justement, fin décembre, les gendarmes de Basse-Pointe reçoivent une curieuse lettre anonyme incriminant toute une famille de la région dans la disparition de Magali. Ces informations, apparemment fausses, poussent néanmoins des riverains d'Ajoupa-Bouillon, une ville à quelques kilomètres de Basse-Pointe, à se manifester en juin 2016. Ils vont ainsi affirmer que ce sont des habitants de leur commune qui sont à l'origine de la mort de Magali. Ils auraient séquestré la jeune femme dans les ruines d'une ancienne distillerie et seraient en fuite depuis les faits. Les gendarmes vont auditionner plusieurs personnes sans toutefois réussir à appréhender qui que ce soit. Mais alors, pourquoi ces nouveaux témoins ont-ils tant attendu pour se faire connaître? Et comment vérifier leurs déclarations? Des questions que se posent encore aujourd'hui les enquêteurs et surtout les proches de Magali, 5 ans après sa disparition.
Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers avec les parents de Magali et leur avocat. Éric, on vous entendait dans le reportage dire, normalement là-bas, on parle, on dit les choses. Tout à fait. Pourquoi oui. sur ce cas précis, personne ne parle? Je pense qu'il y a eu beaucoup trop d'erreurs au départ, beaucoup trop d'erreurs qui ont fait que ça a éloigné les gens et les gens se sont perdus. Les gens se sont perdus, donc maintenant ça va être très complexe de pouvoir avoir des informations. Patricia, vous espérez connaître la vérité? Bien sûr. Vous en avez besoin? J'en ai besoin, je ne peux pas faire mon deuil sans la vérité. Bon, c'est pas possible. J'ai besoin de cette vérité. Puis il faut savoir quand même, il y a quand même des criminels qui sont dehors. Donc ils ont tué une fois, ils ont peut-être même tué plusieurs fois, ils vont recommencer. Donc oui, pour faire mon deuil, j'ai besoin de connaître la vérité. J'ai besoin de connaître pourquoi. J'ai besoin de voir les gens, ces personnes-là devant moi et leur demander pourquoi ils ont ôté la vie à notre fille. Vous y pensez beaucoup? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, notre vie est détruite depuis. Tous les jours. Ouais. On n'a plus de vie. Ouais. Mais on y arrivera. Parce que comme je dis aux époux Méjean, l'échec, c'est quand on renonce. À la Martinique, nous sommes un peu moins de 400 000. Mais les époux Méjean ont suscité aujourd'hui énormément d'empathie et de compassion dans la population. Au moment où je vous parle, juste avant de quitter la Martinique, j'ai reçu un certain nombre d'éléments complémentaires que je viens de transmettre au juge d'instruction. Je suis pour ma part persuadé que, tôt ou tard, on obtiendra un certain nombre d'éléments. Avec la justice, qui a déployé des moyens considérables, on a déjà essayé, y compris en plaçant un certain nombre de personnes sous écoute. Donc, je ne désespère pas, même si c'est difficile. Ce ne sera sans doute pas simple. Madame et Monsieur Méjean auraient préféré que ce soit plutôt tôt que tard. Mais pour ma part, je suis persuadé que nous y arriverons, même si c'est vrai, et M. Méjean a raison de le souligner, il y a eu au départ de cette enquête un certain nombre d'incompréhensions, peut-être même d'erreurs qui ont été commises. Sabrina Philippe, psychologue, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la détresse d'une famille qui est avec nous, la détresse de cette maman qui a du mal à continuer à vivre. Elle dit « ma vie est détruite ». Et on peut comprendre à quel point c'est compliqué aujourd'hui de continuer parce qu'on ne sait pas. Mais c'est le pire toujours de ne pas savoir. Parce qu'on n'arrive pas, en fait, justement, pour pouvoir faire le deuil, il faut mettre un certain sens, même si ce sens est terrible parfois, mais du sens sur ce qui s'est passé. Et là, il n'y a pas de possibilité, puisque vous n'avez pas d'éléments qui le permettent. Vous ne savez pas dans quelles circonstances, quelque part, votre fille s'est retrouvée dans cette situation. Donc c'est tout à fait normal. Et en effet, c'est bien compréhensible qu'il faille connaître la vérité. Ce que vous avez envie de savoir, c'est pourquoi? Pourquoi c'est une jeune femme qui était pleine de vie, qui n'en voulait à personne, qui était aimante, qui était aidante. Il n'y avait pas lieu, quoi. Alors, est-ce qu'elle a vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir, qui ont fait qu'on a dû lui ôter la vie? Maître, aujourd'hui, vous pensez qu'elle a été séquestrée? Je pense qu'effectivement, entre le moment de sa disparition et la mort, il y a nécessairement un espace-temps. Est-ce que c'est 24 heures? Est-ce que c'est plus? Je ne peux pas le dire. Mais tous les éléments, quand on les remet bout à bout, par rapport au travail d'enquête qui a été conduit au début, démontrent que, le corps a été déplacé. Deuxièmement, les conditions dans lesquelles elle se déplace ce jour-là font que sur elle, on peut penser que soit elle a été agressée pour de l'argent, soit que quelque part il y a un prédateur sexuel ou des prédateurs sexuels qui étaient dans cet environnement-là. C'est une jolie femme sportive qui est sur un chemin qui est un chemin où on se rend généralement pour faire du sport ou de la randonnée. Et à cet endroit-là, à cette heure-là de l'après-midi, vous n'avez pas un grand passage. Et donc, je pense que toutes ces conditions-là ont pu favoriser, dans un premier temps, une agression, dans un deuxième temps, un déport sur un autre lieu de la Martinique. Et puis, quand l'enquête a commencé, quand les choses ont enflé, ça a peut-être dégénéré. Le témoignage dont vous faisiez état, qui a été exploité, c'est un monsieur des Terres-Saint-Ville qui indiquait qu'il avait vu une jeune femme blanche qui avait été effectivement molestée par un ou deux hommes et qui était sous l'empire de la drogue, sous l'empire du crack.
Et lui n'a pas pu intervenir parce que les autres étaient plus nombreux et l'ont forcé à poursuivre sa route et à se désintéresser du sort de la malheureuse qui était entre leurs mains. Est-ce que c'était Magali Méjean ou pas? Les éléments de captation n'ont pas pu être exploités. Pourquoi? Parce que cette zone de Fort-de-France, il y a la vidéosurveillance. Seulement, l'on garde pendant 6 mois les éléments. Et cette information-là, nous l'avons eue pratiquement entre 18 mois et 24 mois après la commission, malheureusement, des faits, ou en tout cas de la disparition de Magali Méjean. Éric, vous, le papa de Magali, vous gardez espoir de connaître la vérité aussi? Vous pensez qu'un jour vous connaîtrez la vérité? Vous avez tendance un peu à baisser les bras? Ah non, non, je ne baisse pas du tout les bras. Moi, de toute façon, je l'ai déjà dit, je le répète, j'ai une colère qui monte en moi. Moi, la colère envers la justice, il y a eu... Ils ont fauté, pour moi, ils ont fait des erreurs mais monstrueuses. Et en plus, ils m'ont empêché de pouvoir connaître la vérité. Parce que si on m'avait permis, à l'époque, on ne m'aurait pas empêché certaines choses, eh ben, il y a plein de choses aujourd'hui qu'on saurait. Et là, malheureusement, eh ben, tout part à volo, quoi. Tout part à volo. Et malgré le temps qui passe, cette colère, elle reste en vous? Ah bien sûr qu'elle reste. Oui. Et elle n'est pas prête de s'éteindre. Tant qu'on n'aura pas la vérité, de toute façon, elle sera présente. Patricia, notre émission est diffusée en Martinique également. Je crois que vous avez envie de lancer un appel, si jamais quelqu'un sait quelque chose. Voilà, je lance un appel à la Martinique. C'est pour ça qu'on a accepté de venir à votre émission. C'est justement pour lancer un appel aux Martiniquais. S'ils savent quelque chose, qu'ils se manifestent. Il y a une possibilité de se manifester auprès de notre avocat, auprès du juge d'instruction, même sous anonymat. Ils peuvent accepter et donc qu'ils se manifestent pour faire découvrir la vérité. C'est pour ça qu'on accepte les émissions télé, justement, pour essayer de relancer en Martinique et que l'affaire ne tombe pas dans l'oubli. Et à ces gens qui nous regardent, vous avez envie de leur dire que vous avez besoin de savoir? On a besoin de savoir. Les Martiniquais le savent. Nous nous sommes rendus en Martinique au mois de mai et juin. Nous avons également fait des émissions télé sur la Martinique. Et on l'a dit, on a besoin de savoir. Enfin, nous avons besoin, et eux ont besoin de savoir. Eux aussi, ont les gens de Basse-Pointe nous ont dit, on a besoin de savoir. Il faut qu'on sache. Parce que chez nous, dans le point, dans le secteur, il y a un ou des prédateurs. Et il faut qu'on les trouve. Donc, il faut y arriver. J'espère que vous allez y arriver. En tout cas, que votre appel sera entendu. Merci Éric et Patricia. Merci à tous les deux. Merci Maître Edmond Mariette. Merci Monsieur Morandini. D'avoir été en direct avec nous sur ce plateau.